Bienvenue. Pour vraiment prendre en main Power BI, il faut parler sa langue, et cette langue, c'est le DAX. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux fondations de ce langage. Ce sont des concepts qui, une fois qu'on les a bien en tête, rendent tout le reste, beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus fiable. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par voir ensemble pourquoi ces bases sont absolument cruciales. Ensuite, on fera un tour d'horizon des différents types de données en DAX avant de zoomer sur un piège très courant avec les nombres décimaux. Après ça, on lèvera le voile sur le fameux blank et on terminera bien sûr avec des pratiques très concrètes à adopter pour que les analyses soient justes. Ok, première étape, les fondations. C'est vrai que c'est tentant de vouloir tout de suite écrire des formules super complexes, mais en DAX, c'est vraiment une mauvaise idée. Ignorer les bases, c'est un peu comme construire une maison sans vérifier que le sol est stable. Au début, tout va bien, mais tôt ou tard, des fissures apparaissent. Mais alors, pourquoi insister autant là-dessus? Eh bien, il faut s'imaginer présenter un rapport où le chiffre d'affaires total est faux, juste à cause d'une petite erreur invisible cachée dans un calcul. C'est exactement ce qui peut arriver. Si on gère mal les types de données ou les valeurs manquantes, on peut créer des erreurs qui s'enchaînent et qui, au final, détruisent toute la confiance qu'on peut avoir dans l'analyse. Cette analogie avec la musique, elle est parfaite. Ces règles, ce n'est pas de la théorie pour le plaisir de la théorie. Non, c'est ce qui garantit que les chiffres qu'on présente ne sont pas juste une vague estimation. Ils doivent raconter la véritable histoire de l'entreprise. C'est une question de crédibilité, tout simplement. Allez, passons au premier pilier de cette fondation, les types de données. Comprendre comment DAX classe l'information, c'est vraiment la première étape pour être sûr qu'il fait les bonnes opérations au bon moment. Il faut savoir que le DAX est un langage qu'on dit fortement typé. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que chaque colonne de données a une nature bien à elle. C'est un nombre ou du texte ou une date. On ne peut pas, par exemple, additionner une date avec le nom d'un client. Ça n'a pas de sens. Et ces familles de données que l'on voit ici, ce sont les catégories que le moteur DAX utilise pour raisonner. Commençons avec le plus simple, le nombre entier. C'est le type de données parfait pour tout ce qui se compte et ne se divise pas. Des unités vendues, des clics, des visiteurs, c'est direct, efficace et il n'y a aucune ambiguïté. Ensuite, on a les nombres décimaux. On les voit partout. Les prix, les pourcentages, les mesures. Mais attention, sous leur air tout simple se cache une petite subtilité technique, une sorte de piège lié à la façon dont ils sont stockés en mémoire. On va décortiquer ça dans un instant. Là, on touche à un point qui est absolument fondamental. On pourrait se dire que le type décimal est bon pour tout, y compris l'argent. Grosse erreur. Le type décimal, lui, il utilise ce qu'on appelle une représentation à virgule flottante. Et ça peut créer de toutes petites erreurs d'arrondi. Pour une ou deux transactions, c'est invisible, mais quand on en a des milliers, ces erreurs s'additionnent. Le type monétaire, lui, est différent. Il est conçu pour une précision parfaite à 4 décimales. C'est la seule et unique option fiable pour tout ce qui est calcul financier. Et pour faire le tour, DAX gère bien sûr les dates et les heures, qui sont le cœur de toute analyse dans le temps. Il gère le texte, pour les catégories, les descriptions. Il utilise le fameux booléen vrai ou faux, qui est le moteur de toute la logique conditionnelle, les si, alors, etc. Et enfin, c'est plus rare, mais il peut même stocker des données binaires, comme des petites images. Justement, revenons sur ce fameux piège du nombre décimal. C'est vraiment important de comprendre cet aspect technique, pour ne pas se retrouver avec des résultats de calcul qui sont tout simplement faux. En fait, le problème vient de la façon dont un ordinateur stocke les nombres en binaire. C'est un peu comme la fraction 1 tiers. En base 10, ça donne 0,333, 333, une suite infinie de 3. Eh bien, pour un ordinateur, certains nombres décimaux, même très simples pour nous, ne peuvent pas être représentés de manière 100% exacte en binaire. Du coup, il y a une micro-imprécision. On ne la voit pas à l'écran, mais elle est bien là. Et cette toute petite imprécision, elle a des conséquences bien réelles. La première, c'est que ces micro-erreurs peuvent s'additionner au fur et à mesure des calculs et finir par fausser un grand total. Mais le plus dangereux, c'est quand on fait des comparaisons. Si on demande à DAX si une valeur calculée est pile-poil égale à 10,5, il pourrait très bien répondre non, parce qu'en mémoire, la valeur est en fait 10,999999. Et là, c'est toute notre logique qui s'effondre. Et voilà, tout est dit. C'est le cœur du problème. Une logique qui, sur le papier, a l'air parfaite, peut complètement échouer à cause de ces différences microscopiques cachées au fin fond de la mémoire. C'est vraiment le piège classique dans lequel tombent beaucoup débutants. Bien, passons maintenant au deuxième concept fondamental, la valeur blank. Ce n'est pas juste une case vide, c'est l'un des concepts les plus puissants, mais aussi l'un des plus mal compris de DAX. Et la première règle à retenir est toute simple, blank, ce n'est pas zéro. En fait, blank,
c'est la façon pour DAX de dire « je n'ai pas l'information ». Ce n'est ni le chiffre 0 ni un texte vide. C'est un état à part entière qui signifie une absence de valeur. Ça peut venir d'une cellule qui était vide dans le fichier source, ou alors être le résultat d'un calcul qui n'a pas pu aboutir, comme une division par 0 par exemple. Cette distinction, elle est cruciale. 0, c'est une valeur, c'est une mesure. Si le bénéfice du jour est de 0, ça veut dire quelque chose. On a vendu, mais les coûts ont tout absorbé. C'est une information en soi. Un bénéfice blanc, par contre, ça pourrait vouloir dire que le magasin était fermé. Aucune transaction, donc pas d'information sur le bénéfice. Et ça change tout dans les calculs. Une fonction comme average, la moyenne, va tout simplement ignorer les blancs. Ça peut donc radicalement changer le résultat. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, comment on transforme ça en actions concrètes au quotidien? Voyons ensemble les bonnes pratiques à mettre en place pour construire des analyses qui soient fiables dès le départ. Finalement, tout peut se résumer à 3 réflexes. D'abord, toujours choisir consciemment le bon type de données pour chaque colonne. Ensuite, avoir une méfiance systématique envers les décimaux pour tout ce qui est financier et utiliser le type monétaire. Et enfin, considérer blanc non pas comme un problème, mais comme une information, l'absence de données, et utiliser la fonction isBlank pour gérer ces situations de manière explicite. Maîtriser ça, c'est s'épargner des heures et des heures de recherche d'erreurs, et surtout, c'est garantir la confiance dans ses propres rapports. Et on termine avec une question qui fait le pont entre la technique et la communication. Quand une valeur est blanc dans une série de données, comment on la représente sur un graphique? Est-ce qu'on laisse un trou dans la courbe? Est-ce qu'on la fait tomber à 0? Ou est-ce qu'on relie les 2 points de chaque côté? Chaque choix raconte une histoire visuelle complètement différente. Ça prouve bien qu'un calcul juste ne suffit pas. Il faut aussi savoir bien le raconter. C'est sur cette réflexion que nous terminons pour aujourd'hui.